Nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger, qui aliène notre souveraineté. Nous contestons les installations des forces armées étrangères qui ne méritent plus notre confiance. La France est au Burkina Faso en train de piller nos richesses et nous créons aussi le terrorisme en fournissant des armes au terrorisme. Et ce sont ces mêmes terroristes-là qui combattent nos soldats au front. Le Français de métropole doit souvent se demander pourquoi la France s'active, déploie des trésors d'énergie pour rester dans les pays africains malgré le désir chaque jour ainsi bruyamment manifesté par la jeunesse de la voir partir. Il doit se demander à juste titre pourquoi malgré les pertes en vies humaines qu'elle subit, elle continue d'y garder des soldats et des bases militaires. Au Mali, malgré les demandes répétées des autorités locales, elle est toujours très insidieusement présente. Au Burkina Faso, malgré les multiples manifestations dans les rues et la vandalisation de certaines de ses représentations consulaires avec des pancartes clairement hostiles, elle s'y maintient. Au Niger, malgré les appels au départ, elle renforce ses troupes. En Centrafrique, malgré la promesse de se désengager, elle se hâte très lentement pour quitter les lieux. Ma responsabilité de chef de l'État, une fois que cette opération a été menée à son terme, et avec le succès que l'on vient de saluer, alors c'est d'y mettre un terme. Plus de 6 ans après cette promesse de départ, la France est encore là et bien là. Discrètement peut-être, mais elle est là. Pas question pour elle de céder le terrain, leur zone d'influence, aux mercenaires de Wagner. Malgré le rapport particulièrement tendu avec les autorités, malgré les clashs avec le gouvernement, elle s'y maintient. On y assiste à une tragique comédie avec des situations parfois ubuesques, comme le refus par certaines autorités diplomatiques de restituer des logements alloués gracieusement aux coopérants dans le cadre de la coopération militaire. Ils ont fini, mais ne veulent pas remettre les maisons qui leur ont été prêtées. Plus récemment, c'est cet audio rendu public par la chaîne indépendante Le Média de quelques pieds nickelés qui s'emploient à renverser le régime de Bangui pour y conserver une certaine influence française. La personne qui nous amène, c'est Casier. Je ne veux pas que vous soyez dans les mêmes conditions que la dernière fois. Il faut que vous vous réunissiez et qu'il y ait quelqu'un, sauf si, par exemple, Babaladé prend... C'est la raison par laquelle je t'avais parlé de Babaladé. Parce que je sens que ce monsieur, il a la possibilité de devenir ce leader. Tu as vu que les gens de Wagner, il y en a beaucoup qui sont repartis en Russie là, à cause de la guerre en Ukraine. Donc il y a beaucoup moins de gens de Wagner en ce moment qui protègent le président. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Ben voilà. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Mais le problème, c'est que vous allez commencer à faire les opérations, mais avec le peu de munitions et des choses qu'on a, nous, de notre côté ici, ça ne peut pas nous amener jusqu'à Bangui, mais si on arrive à trouver peut-être un coup de main, oui. Et pourquoi vous prenez pas au FACA? Les FACA, vous pouvez leur prendre beaucoup de choses à ces gens-là. Ils ont peur. Mais il y a bien un endroit où ils mettent toutes leurs munitions, tout ça. Pourquoi vous vous occupez pas de ça? Il faudrait que vous coordonniez tout ça pour prendre toutes ces munitions et après vous êtes tranquille. Pour l'instant, la France, on n'envoie plus d'argent, ni l'Europe, ni la France, même l'Union européenne, la Banque mondiale n'envoie plus d'argent au régime. C'est la raison pour laquelle c'est la panique. Ils n'ont plus du tout d'argent. Les caisses sont complètement vides. Là-bas, le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Et l'idéal, ça aurait été de toucher les installations de la chaîne de télévision que je t'ai indiquée. Ce n'est pas un gag, ce n'est pas un canular. Et on espère que Paris n'est pas derrière ces agents d'un autre temps. Ces jusqu'au boutistes qui n'ont rien à envier aux méthodes violentes de Wagner illustrent jusqu'à la caricature ce que les jeunes Africains reprochent à la France. Cette barbouzerie qui, pendant toutes ces décennies, a fait et défait les régimes au gré de leurs intérêts, faisant de nombreux dirigeants africains des pantins soumis à leurs maîtres. Mais les gens ne nous croient plus, parce qu'une défiance s'est installée à l'égard de l'Union européenne et à l'égard de la France, il faut bien le dire.
Parce que nous avons continué sur des habitudes, parce qu'on a continué les grands contrats et les compromis parfois, parce qu'on n'a pas eu un cadre d'investissement qui profite avant tout aux populations locales, parce qu'on a cherché nos propres intérêts sans chercher à développer et faire révéler l'énergie qui existe. Donc je sais toutes les erreurs du passé. Alléluia. C'est encore mieux en le disant. Parce que d'un coup, toute cette jeunesse qui s'exprime notamment sur les réseaux sociaux et à chaque fois taxée de populisme et considérée comme manipulée par Moscou devient plus audible. On comprend qu'elle n'a pas perdu la raison alors. Now, many people in Africa, Asia, Latin America remember very well how in the name of civilization, European colonialism treated them like wild animals, enslaving them, torturing them, and even exhibiting them in human zoos. Therefore, when the highest diplomat of the European Union compares Europe to a garden, but especially the rest of the world to a jungle, the message these people hear is that Europe is still driven by neocolonialism. We cannot let that message pass. Je viens de constater que certains au sein des assemblées européennes ont manifestement bien compris les raisons de la colère de la jeunesse africaine, notamment francophone. Si l'on peut ainsi expliquer et comprendre les causes de cette défiance de la jeunesse vis-à-vis de la France en particulier et de l'Occident en général, une jeunesse qui n'accepte plus une quelconque domination, qui est fatiguée d'attendre le changement de rapport, le respect des autres, l'assainissement des relations, qui en a marre de cette situation de maître à esclave, une autre chose me paraît dans le même temps particulièrement incongrue dans ce climat. Il ne s'agit pas de chasser un maître pour le remplacer par un maître, non. Est-ce parce qu'on va tourner le dos à l'Occident qu'il faut absolument le remplacer par la Russie, la Turquie ou la Chine? Les nombreux drapeaux de la Russie qui fleurissent dans les différentes manifestations en Afrique francophone notamment me semblent traduire une incompréhension de quelques-uns dans la lutte que la jeunesse africaine mène. Il ne s'agit pas de remplacer un maître par un autre, non. Cela donne l'impression que l'Afrique a toujours besoin d'un tuteur, d'un parrain, d'un dominateur, qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle pour pouvoir tracer sa propre voie toute seule. Il faut définitivement se débarrasser de l'esprit de coloniser qui nous a poursuivis jusque-là. Or, cette jeunesse décomplexée réclame le respect, la liberté. Elle veut traiter d'égal à égal avec tout le monde. On ne peut pas représenter 1,3 milliard de personnes et continuer de se faire conduire par un pays qui n'a même pas le 1/20 de votre population. L'Afrique de demain doit traiter d'égal à égal avec chacun des continents, sans complexe de supériorité ou d'infériorité. Imaginez le regard, l'esprit du Russe qui voit défiler avec ses drapeaux dans nos rues. Ce n'est pas très valorisant, très cohérent pour des personnes qui se battent pour leur liberté et leur dignité. Je comprends le désir des changements qui anime la plupart des jeunes. Elle est légitime et urgente. Je comprends qu'ils aient envie de rapidement remplacer ceux qui les ont dominés depuis des siècles et qui continuent insidieusement de le faire. Je comprends aussi la stratégie qui consiste à s'appuyer sur l'un pour bouter l'autre dehors. Mais dans une affaire aussi grave, il faut éviter les erreurs de mes aînés et des gens de ma génération. Il faut éviter de ne fonctionner qu'avec ses émotions. Le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Le visage de l'Afrique aujourd'hui n'est pas totalement celui de ses dirigeants. Dans beaucoup d'endroits, les dirigeants appartiennent à une génération qui a connu la décolonisation et ses traumatismes. Mais 70% de l'Afrique, c'est la jeunesse. Cette jeunesse n'a jamais connu la colonisation. Donc si nous l'entretenons dans un discours, les uns paternalistes, les autres anticolonialistes, complètement factices, nous nous enlisons dans les problèmes du passé. Et donc il faut changer ce logiciel. Quand on parle d'Afrique, on parle à la fois d'un continent, c'est ce que j'ai dit hier, avec sa diversité, avec ses 54 pays, et plus de blocs régionaux dans lesquels nous nous étions enlisés. Parce que quand on parle de l'Afrique, et vous le savez très bien, on parle de quelque chose qui nous touche. Cette approche, on l'attend toujours et la jeunesse n'y croit plus. Elle est décomplexée, Monsieur le Président, et ouverte sur le monde. Elle a compris qu'elle ne doit rien attendre de personne, qu'elle doit sortir de cette relation de « je t'aime, moi non plus ». Есть и другой Запад, агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится.
Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот, в этом и есть главное противоречие новой эпохи. Верхи не могут, а низы не хотят. La Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Il faut que les Occidentaux changent de leur comportement vis-à-vis des pays en développement. En quel sens? Oui, il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. L'influence de la Chine augmente en Afrique, c'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons aidé les pays africains à construire leur infrastructure, n'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. Quand la Chine se réveille, le monde en bénéficiera. Chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? Chacun prêche pour sa paroisse ou sa mosquée. Mais il ne faut jamais perdre de vue que tous ceux qui nous proposent leur aide, tous ceux qui arrivent en nous promettant qu'ils vont nous sortir des griffes de l'autre, qu'ils vont raser gratis, il ne faut pas se tromper, ils le font pour leurs intérêts. C'est normal, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Ce n'est pas le Russe ou le Chinois ou l'Indien ou le Turc qui apportera une solution pérenne à la question de la souveraineté, de la paix, du développement en Afrique. Leur intérêt pour notre continent est légitime. Lorsqu'ils arrivent, c'est pour commercer. Ils savent ce dont ils ont besoin et ils y mettent le prix. Ce n'est pas une question d'amour ou d'aide comme l'ont fait penser les colons français à mes aînés et à moi pendant des décennies. Alors avant de leur céder quelque richesse que ce soit, il faut s'en souvenir. C'est de business qu'il s'agit. Et notez qu'entre eux, c'est important, ils commercent fort, ils font du business. Tous ces amis qui veulent nous protéger, des méchants Russes, des colons français, des impérialistes américains, de l'ogre chinois, ils ont des courants d'affaires dont les chiffres donnent le vertige. Aux États-Unis, qui sont vent debout contre la Chine, on a importé 350 milliards de dollars de produits en provenance de Chine en 2021, contre 254 milliards pour l'Afrique entière. Le président Joe Biden étudie d'ailleurs la possibilité de baisser, voire de supprimer les droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits chinois. C'est dire si c'est un réel partenaire dont on se soucie malgré les discours va-t-en-guerre affichés sur les médias. Les importations européennes en provenance de Chine dépassent 36 milliards d'euros par mois depuis le début de l'année. Avant la pandémie de la Covid-19, elles étaient à peine supérieures à 31 milliards chaque mois. Les importations françaises de biens chinois ont largement progressé en 2021. 63,7 milliards d'euros. Et dans le même temps, ces mêmes nations partenaires économiques de Pékin mettent l'Afrique en garde contre les Chinois avec qui il ne faut pas traiter. La Chine qui lorgne sur nos matières premières. Rassurez-vous, ça on le sait. Mais pour les mêmes raisons que vous, Occidentaux, nous devons traiter avec eux. Rassurez-vous, on est assez mature maintenant pour préserver nos intérêts. C'est gentil, mais cette mise en garde est infantilisante. Les jeunes ont compris les règles du jeu. Nous n'avons pas oublié les violences, les maltraitances, les actes de racisme dont les Africains sont régulièrement les victimes en Chine. On n'a pas la naïveté de penser qu'ils soient meilleurs que d'autres. Non, il s'agit de business, au même titre que vous, Occidentaux. Ce sont peut-être les marchandises qui sont différentes. Ils ont besoin de nos matières premières. Et nous, de leur crédit, sans grosse tracasserie pour notre développement, notamment des infrastructures. Ils sont plus concrets dans leurs projets et ne parlent pas sans arrêt de gouvernance. Les jeunes ne seront pas naïfs avec eux et ne se feront pas avoir comme vous nous l'avez fait. Même discours avec la Russie qui serait dangereuse pour l'Afrique. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. C'est possible et on veut bien écouter le conseil. Mais dans le même temps, il me souvient que la Russie, avant la guerre en Ukraine, entretenait un excellent rapport commercial avec l'Union européenne, dont la France. La Russie est le 5e plus grand partenaire de l'Union européenne en matière commerciale. Elle représente un peu plus de 4% des exportations de biens, soit 89 milliards d'euros.
et 7,5% des importations de biens de l'Union européenne, soit 158 milliards d'euros. L'Union européenne importe à hauteur de 62% des matières premières énergétiques telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'aluminium, et exporte vers la Russie du matériel de transport, des produits chimiques tels que les médicaments, les produits pharmaceutiques et d'autres articles manufacturés. Tout ceci, c'était avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. J'ai envie de dire qu'ils étaient de bons partenaires pour les Occidentaux, mais ils seraient de mauvais pour l'Afrique? Bizarre, non? On peut évidemment me faire remarquer que l'Union européenne n'importe que des matières premières énergétiques comme le pétrole, le gaz naturel, le charbon et l'aluminium. Avec la situation de crise actuelle, on mesure à quel point elle est dépendante de la Russie. Elle est en tout cas plus que l'Afrique, qui importe essentiellement du blé russe. Et les États-Unis d'Amérique dans tout ça. L'an dernier, les États-Unis ont importé pour quelques 30 milliards de dollars de produits russes, dont 17,5 milliards de dollars de pétrole brut, une marchandise sur laquelle Washington vient tout juste de décréter un embargo pur et simple. Mais pourquoi veut-on que nous arrêtions de commercer avec la Russie? Nous n'avons pas de contentieux avec eux, à ma connaissance. Nous ne sommes pas en guerre, que je sache. La relation entre la Russie et l'Afrique n'est pas si récente que l'on veut bien le laisser penser. Le plus grand poète russe, Pouchkine, qui a vécu de 1799 à 1837, avait des origines africaines. Son arrière-grand-père, un abyssin, a été anobli par Pierre le Grand. Il est même devenu son ami. Mais plus récemment, du temps de l'URSS, le Kremlin voyait l'Afrique d'abord comme un champ de bataille géopolitique. C'était un terrain d'influence du temps de la guerre froide. Elle soutenait les gouvernements et les mouvements rebelles socialistes, directement ou via ses alliés, notamment les Cubains qui étaient au Mozambique et en Angola. De nombreux présidents africains, comme le Namibien Sam Nujoma, l'Angolais José Eduardo dos Santos, ont fait leurs études en Union soviétique, comme des dizaines de milliers de médecins, d'ingénieurs et d'économistes africains. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie s'est d'abord retirée du continent. Elle n'y est retournée qu'à la fin des années 2000, au point que la Russie n'est que le 20e partenaire commercial de l'Afrique, avec 20 milliards de dollars d'échange, contre environ 254 milliards pour la Chine. Le symbole de ce retour de la Russie pour l'Afrique est le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu en grande pompe en 2019 à Sochi, rassemblant 45 dirigeants africains. Qu'est-ce qui motive ce retour de la Russie? L'intérêt pour les hydrocarbures d'abord. C'est ainsi qu'elle est fortement présente au Maghreb avec Rosneft en Égypte, Gazprom en Algérie et en Libye, mais aussi en Afrique subsaharienne avec Lukoil, la plus active des sociétés russes, présente au Ghana, au Cameroun, en RDC et au Nigeria. Elle lorgne également sur le secteur minier et métallurgique. Les entreprises russes sont aussi très actives, notamment Rusal dans la bauxite en Guinée, Nordgold dans l'or en Guinée et au Burkina Faso, V-Holding dans le platine au Zimbabwe, Alrosa dans les diamants en Angola, Renova dans le manganèse en Afrique du Sud. Le nucléaire est le troisième secteur où la Russie souhaite se développer en Afrique. En 2015, Rosatom a signé un accord pour construire une centrale nucléaire à El Daba en Égypte. Elle a conclu un accord avec le Rwanda en 2019 pour construire un centre de recherche sur le nucléaire et un petit réacteur. Rosatom a des partenariats avec d'autres pays africains tels l'Éthiopie, le Nigeria, la Zambie, le Ghana et bien d'autres. La récente entrée du Centre russe pour l'export au capital de la banque panafricaine Afrexim se fonde quant à elle sur la volonté de soutenir les entreprises russes sur les marchés africains. Et comme les Occidentaux, elle profite du désordre des guerres pendantes pour se faire une place en proposant ses services dans le domaine sécuritaire et en fournissant des armes, d'où l'arrivée des mercenaires de Wagner. On voit donc bien qu'il s'agit de business. Elle vient vendre son blé qui représente près de 30% de l'ensemble des importations en provenance de la Russie, mais surtout chercher des matières premières dont elle a besoin. Ainsi, les motifs économiques du déploiement de ces entreprises en Afrique et les considérations géopolitiques sont étroitement liés. L'Afrique si pauvre est le continent solution en raison de son sous-sol, de sa faune, de sa population. Les économies d'Afrique connaissent depuis 10 ans une forte croissance, accompagnée d'une intensification de la concurrence. Les nouveaux conquérants feront tout comme l'ont fait les Occidentaux pour se tailler leur part du gâteau. À vous jeunes d'être vigilants et de ne traiter que sur une base égalitaire, en veillant sur vos intérêts. On n'oublie pas les très nombreux actes de racisme contre les Africains en Russie. On n'oublie pas qu'elle traite les Noirs et les Maghrébins là-bas de la façon la plus humiliante, non. Mais on ne parle pas ici d'amour, n'est-ce pas? Le Russe, comme le Chinois, comme le Turc, n'est pas plus gentil. Ils ne nous aiment pas plus que ceux qui nous ont fait du mal jusqu'à maintenant. Brandir leur drapeau peut être perçu comme une façon de nous soumettre.
il n'est plus question de soumission à qui que ce soit. C'est ce que disent les jeunes dans la rue aux Occidentaux. Et c'est valable pour tout le monde. Si les Russes trouvent leur intérêt à participer à cette guerre dans le Sahel, pour une quelconque raison, pourquoi pas? Tout coup de main pour en finir avec l'hydre terroriste est la bienvenue, à condition que nous en fixions les termes. Mais il ne peut pas être exclu simplement parce qu'un autre a décidé qu'il n'est pas bon pour nous et qu'il n'est pas recommandable. C'est à nous d'en juger. Il ne doit pas non plus arriver en conquérant ou en messie. On doit pouvoir discuter avec lui en toute liberté. C'est en cela qu'il est incompréhensible que l'on diabolise et même interdit de ce jour certains militants africains qui parlent avec Moscou. N'ont-ils pas le droit de parler avec qui ils veulent? La jeunesse africaine ne doit-elle écouter qu'un seul son de cloche? Tous ces débats sur les puissances qui doivent venir remplacer d'autres, sur la Russie, la Chine, la Turquie, qui vont nous fournir des drones, des armes, des mercenaires pour éradiquer le djihadisme, nous éloignent de notre vérité. Il faut arrêter de se cacher derrière ce concept unique de l'aide. La situation dans le Sahel ne sera résolue que par les Africains. Ce ne sont pas les chars russes, les mirages français et les drones turcs qui viendront à bout de ces terroristes qui ensanglantent le Sahel. Tout le monde en est conscient. Il faut arrêter de répéter ce que disent les grandes nations occidentales sur la question, sortir de ces concepts importés qui ont montré leur inadaptation. Dans la réalité, ceux que l'on combat, ce sont des membres de vos familles. Il ne s'agit plus essentiellement des barbus venus d'un autre continent comme au début de cette macabre histoire du terrorisme en Afrique. Ce à quoi on assiste dans le Sahel, on l'a déjà vécu dans d'autres régions du monde. Les résultats obtenus là-bas n'incitent pas à l'optimisme. Elle ne nous pousse pas à copier le modèle. Tenez, l'Union soviétique de l'époque a mené une guerre pendant plus de 9 ans en Afghanistan. Une guerre à peu près similaire. Malgré son impressionnant arsenal militaire, elle est partie la queue entre les jambes. Une cuisante défaite malgré ses impressionnants moyens militaires. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Now, this war will not be like the war against Iraq a decade ago, with a decisive liberation of territory and a swift conclusion. It will not look like the air war above Kosovo 2 years ago, where no ground troops were used and not a single American was lost in combat. Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations, secret even in success. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. C'était censé être une simple opération. Pourtant, ces Américains qui sont arrivés tout feu tout flamme en Afghanistan, après les attentats au World Trade Center à New York, sont repartis 20 ans après, comme vous le voyez, toute honte bue, en fuyant et en laissant derrière eux tous ceux qui les ont soutenus. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They lied. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. À bien y regarder, toutes ces grandes nations qui nous proposent des solutions militaires sophistiquées, toutes faites dans la guerre au Sahel, n'ont vraiment jamais gagné une guerre. Elles ont tenté, mais n'y sont jamais arrivées. Et elles ne mènent ces guerres que très loin de chez eux. Elles ont à chaque fois laissé le chaos et la désolation derrière elles, comme au Vietnam, qui va se terminer en 1975 par le départ des troupes américaines. En Indochine, où l'armée française va prendre une déculottée. En Irak, en 2003,
où malgré le faux prétexte pour attaquer le pays, Washington va repartir sans rétablir la paix et encore moins la démocratie promise. En Somalie, en 1993, où les GIs vont être humiliés, vont connaître l'un de leurs plus gros traumatismes avec des corps de soldats américains traînés dans les rues de Mogadiscio. En Libye, où les forces de l'OTAN, toujours pour des raisons obscures, vont repartir en laissant le chaos après avoir froidement assassiné Muammar Kadhafi. Ceci doit nous inciter à un peu plus de réflexion dans la guerre qui se mène dans le Sahel. Peut-on gagner cette bataille avec des stratèges qui, en réalité, n'ont presque jamais gagné de guerre? Cela fait une dizaine d'années déjà, et le Burkina Faso ne contrôle plus que 2/5 de son territoire. Le Mali aussi. Le Niger est autant menacé dans son intégrité. Désormais, le Togo et le Bénin sont également attaqués dans leur partie nord. Les spécialistes militaires les plus avisés, de plus en plus pessimistes, annoncent discrètement que dans 12 ans, l'ensemble de ce territoire sera conquis par les terroristes. Quelle perspective! Chaque jour qui passe apporte son lot de malheurs, de drames, de tueries. Pendant ce temps, on discute de Wagner, on discute de drones turcs, on discute de l'aide internationale qui n'arrive jamais au bon endroit. Ne sommes-nous pas assez matures pour comprendre que la solution actuelle n'est pas la bonne? Ces derniers mois, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelques officiers africains, des militaires et quelques chefs d'État de la sous-région qui reconnaissent la gravité de la situation. Des dirigeants qui expriment très discrètement leur inquiétude, qui s'interrogent sur la stratégie de leurs partenaires occidentaux sans pouvoir les faire infléchir, qui déplorent le fait de ne pas être écoutés. Le défunt maréchal Idriss Déby Itno du Tchad le disait déjà il y a quelque temps. Vous êtes avec ces dirigeants dont vous parlez, ces grandes puissances. Vous leur dites ce que vous dites là? Est-ce qu'ils ne vous écoutent pas? Mais on leur dit ça. C'est-à-dire quand il s'agit de l'Afrique, je pense que l'idée générale qui passe, oh, laissez-le, à son temps, ça viendra, laissez-le, on verra plus tard. Et puis, bon, vous, on désigne une des puissances, vous gérez les affaires là, en attendant, on va voir. Ce n'est pas une question de solidarité, c'est une question simplement d'ignorer les Africains et laisser les Africains dans la pauvreté où nous sommes là. En marge de cet entretien, il me faisait une confidence que je m'emploie à vérifier. Il me faisait savoir que la guerre dans le Sahel était un combat qui ne pouvait pas se gagner tel qu'il est mené. Avec une métaphore qui m'a marqué, il disait que dans le Sahel, c'était comme dans un match de football où l'adversaire a dans le même temps le droit de jouer avec les pieds, comme l'exige la règle, mais aussi avec les mains, et aussi de donner des coups de poing, où l'adversaire seul a tous les droits. Il explique que dans cette guerre où les règles de droit international ne s'appliquent qu'à eux, les militaires ne veulent plus se battre avec fougue. Parce que chaque bavure se termine toujours par une violente condamnation internationale avec à chaque fois le coup près de la Cour pénale internationale. Alors que les terroristes, eux, ne risquent rien. Pendant qu'ils commettent des pires exactions, des viols, des décapitations, des villages brûlés, ils ne risquent rien en égorgeant des femmes et des enfants. Ils savent qu'au pire, ils serviront de monnaie d'échange contre des otages. Et ils seront absous ensuite. Or, si on utilise un lance-flamme contre eux, on a la planète sur le dos. Peut-on faire une guerre sans victimes civiles, sans blessés, me demandait-il. Ce ne sont pas les Américains ou les Européens qui diront le contraire lorsque l'on dresse l'inventaire de leurs bavures. Pourtant, eux ne comparaissent pas devant les juridictions qu'ils ont créées. Les militaires africains sont les seuls bons pour ces prisons. Comment leur demander dans ces circonstances de se battre dans un environnement où on n'identifie pas l'ennemi par son uniforme? La situation est d'autant plus complexe que ceux qui se battent se cachent à la maison le soir, au milieu des civils. Ils rentrent au village dormir. Ils vivent dans la cour commune avec maman et papa. Ils ne portent pas d'uniforme. Ils vivent chez l'habitant. Ce n'est pas avec des chars, des mirages et des engins sophistiqués qu'il faut les combattre. Ça peut servir, mais ce n'est pas le plus important. Même s'il faut reconnaître l'efficacité des renseignements dans ces circonstances, ce n'est pas avec des armes modernes que l'on doit combattre ces tueurs sournois en moto. Qu'elles soient russes, françaises, américaines ou turques. Et c'est en cela que je me passionne vraiment à écouter à la fois les dirigeants de la sous-région du Sahel, plutôt avares en confidence, mais également les spécialistes militaires pour écouter leur stratégie à eux. Parce que c'est eux qui doivent mettre fin à cette guerre et personne d'autre. Dommage que la CEDEAO soit devenue ce machin en déphasage complet avec les aspirations des populations, écoutant ces instructions des autres. Ça serait drôle si ce n'était pas si grave. Même une majorité des chefs d'État membres ne s'y reconnaissent plus. Mais ceci
est une autre histoire qu'il faudra bien raconter un de ce jour à la jeunesse. Une chose est sûre, la solution à la crise dans le Sahel viendra des Africains ou ne viendra jamais. Alors, ça sera comme l'Afghanistan. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué, le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite du moins, pour l'instant, de continuer de subir les assauts des cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance. À très vite.